présent. Écoute, je pense qu'on est prêt à commencer Le premier épisode de Fond de classe. le premier cours. Hein Le Le premier cours. Donc, qu'est-ce que c'est Fond de classe? On est en fond de classe à parler de tout et de rien. Il n'y a pas de restrictions ni quoi que ce soit, on se prend pas la tête. Exact, on Et aborde c'est des deux sujets. sujets, deux cours par séance et une fois par semaine. Donc chaque fois c'est un sujet choisi par... chaque sujet c'est un toi, un moi. Exact. Donc quels sont les sujets aujourd'hui? Moi je propose que avant d'aborder les sujets, c'est qu'on se présente un petit peu et après se présente, on peut ouais. voir un peu les sujets. Ok, vas-y. Bah écoute, comme on a pu le dire au début, moi c'est Reda, Ouais. moi c'est Kevin. Ouais. Donc moi j'ai un background d'études en intelligence artificielle. Donc Ouais. je viens d'un milieu, on va dire plus, enfin, technique Ouais. dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et dans ton cas c'est Moi c'est plutôt artistique, études de cinéma. exact. Et là je suis en train de bifurquer sur le jeu vidéo. Et du coup on s'est connus au collège, Au collège, exact. d'où cette émission, En fond de classe. en fond de classe, en quatrième. Exact. Bah écoute, je pense qu'on peut faire maintenant la présentation Voilà, des sujets. j'allais le proposer. Donc ton sujet c'est définir l'open world. Exact. Et mon sujet sera sur les plus grosses franchises de tous les temps. Cinéma plus jeux vidéo ou juste cinéma? Toute franchise confondue, livres, tout ça, etc. Il Ok, n'y a pas alors aucune limite. je pense que pour rendre le truc plus naturel, juste on prévient, j'apprends les sujets un peu au même moment que toi tu apprends les Ouais, miens. Donc, ouais, un c'est peu à la dernière seconde. exact. Bah écoute, On je commence pense qu'on par le tien, on peut comme commencer par d'habitude, vas-y. définir l'open world. Donc du coup en fait, j'ai posé ce sujet Alors, de... juste pour Ouais. préciser, d'habitude, on aime bien débattre, etc. Et parfois, on se rend compte qu'on perd plus de temps, on perd du temps dans le débat parce que finalement, on n'était pas d'accord sur un mot. Et donc, bah là, on pose les bases avant de faire un quelconque débat, essayer de voir si est-ce qu'on a les mêmes idées en tête quand on parle d'open world. Bah Et là c'est c'est pour toute ça qu'on fera la... souvent des séances de définir quelque chose. Le but, c'est pas d'avoir une définition académique, etc., mais c'est qu'on puisse en parler plus tard. Bah, là c'est tout le sujet, hein, c'est de définir l'open world. Parce que je trouve que... bah, je serais intéressé de voir ce qu'on pourrait en ressortir. Parce que aujourd'hui un peu tous les jeux qu'on voit se donnent, on va dire un peu ce diminutif là d'open world dès le moment où il y a une grande carte Ouais. avec des points d'intérêt. Mais est-ce que Mhm. réellement c'est ça qu'on pourrait appeler l'open world ou est-ce que parce que du coup qui- on- comme tu me l'avais montré la dernière fois, alors les personnes qui nous écoutent n'en ont pas connaissance, mais tu m'avais montré un petit jeu qui était sorti sur Switch, Sur plein de plateformes. sur plein de A plateformes, Short Hike. un short hack, qui en Hike, fait une en balade. réalité donne pas mal de liberté au niveau de l'exploration de la map. Ouais. Donc du coup, je précise vite fait un peu l'objectif. Donc ce que tu m'avais dit, c'était qu'on devait atteindre le haut de la montagne. Voilà, on est un petit oiseau qui arrive Ouais. sur une île. Et on doit atteindre le haut de la montagne. Le jeu se fait en à peu près 1 heure et demie. Et donc on peut se balader sur toute l'île et la montagne. Et trouver des moyens de pouvoir monter toujours de plus en plus haut. Et Exact. voilà, un open world en 1 heure et demie, c'est quelque chose d'assez spécial. Bah, surtout que, ok, c'est un open world, mais du coup à côté aussi on a par exemple les Assassin's Creed. Alors moi on va dire le plus réussi le Assassin's Creed Odyssey en termes d'open world, je parle bien, en termes Ouais. d'ambiance, etc. À mes yeux, Reprécise, j'ai mal entendu. C'est lequel? Assassin's Creed Odyssey. Odyssée, ok. Ouais. C'est celui avec les Grecs ou les Égyptiens? Exact, les Les Grecs. Grecs, Les d'accord. Grecs. Et bah, il y a quand même un sacré, enfin, il y a quand même une sacrée distance entre cet open world là et celui-là. Mhm. Donc, ok, maintenant il faut réfléchir 2 minutes et se dire qu'est-ce que du coup on pourrait appeler open world et Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait appeler open world, tu vois. Ouais. Alors moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est liberté. Ouais, Là, avec l'arrivée de Zelda Breath of the Wild, c'est un qui revient souvent, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Et que rien que tu citais Assassin's Creed, pour moi, il faut voir la naissance d'Assassin's Creed déjà comme une ouverture vers la liberté, puisque c'est un dérivé de la licence Prince of Persia. Le tout premier Assassin's Creed, ils bossaient sur un nouveau Prince of Persia, et ça a tellement évolué qu'ils ont dit, bah non, on va dire que c'est une autre licence. Et moi, j'ai fait un Prince
Prince of Persia et Sable du Temps. Toi, Prince of Persia. Alors moi j'ai fait le sable, j'ai touché au Sable du Temps, j'ai Ouais. beaucoup torché le Warrior Within, Voilà. le second opus. Et le dernier, je l'ai aussi beaucoup torché, la version PSP. Et donc, du Ouais. coup, tu peux voir qu'il y a quand même les bases de ce Ouais. que va être ce style de plateforme parcours. Et ce qu'elle va apporter à Assassin's Creed, c'est que tu choisis vers où tu te déplaces. C'est que C'est plus tellement avant, il n'y avait, linéarisé par il n'y la avait map, ouais. aucun choix. Il fallait faire le bon saut au bon endroit, rebondir contre le bon mur. Tu n'avais aucune liberté dans tes déplacements et c'était que de la performance pour ces Prince of Persia. Et en fait, c'est ça ce qu'a apporté quand il s'est ouvert Assassin's Creed, c'est l'idée oh non, je vais choisir de passer par-dessus ce toit, hop, de sauter à ce toit-là. C'est tout bête, mais sans avoir besoin de parler de milliards de quêtes, etc. Rien que ça, pour moi, c'est un premier pas vers l'idée d'open world. C'est laisser le choix à la personne et là, par exemple, dans les déplacements. Ok. Ça pourrait être déjà peut-être un début de définition parce que il y a un truc qui me vient aussi à l'esprit là tout de suite, c'est Journey. Journey, est-ce que tu le mettrais toi dans la case du open world? Il se met lui-même, je sais pas s'il se met lui-même dans la case du open world. Donc Journey, c'est un petit jeu indépendant dans lequel il faut aller vers la montagne. On la monte à la fin. C'est Il que faut des croire histoires que de les jeux- montagne. Voilà, les jeux indépendants ne font que ça, il faut croire. Mais c'est pas une critique, j'adore les Short Hike et Journey. Journey, c'en est pas du tout une parce que la direction est claire. Déjà, il va y avoir la question qui se pose peut-on avoir des temps de chargement ou pas dans un open world? Journey, il est composé en différents niveaux qui s'enchaînent et tu choisis pas l'enchaînement des niveaux. Donc pour moi, ça me paraît assez loin de l'open world Journey. Ah oui. Oui, tu y as joué ou pas? Alors j'y ai joué. Ouais. Je sais pas si. Alors c'est marrant parce que du coup, ils ont réussi à te donner ce sentiment-là, mais alors c'est un jeu dirigiste. Mais du coup. Ah oui, mais du coup. Alors, Parce que là, est-ce on que tu arrive. l'as fini ou pas? Alors non, je l'ai pas fini. Alors c'est parce que tu penses à la première partie du jeu où en fait petit à petit ça va être de plus en dirigiste, on va se retrouver dans des temples, dans des souterrains, etc. Mais le tout début effectivement commence dans un désert et il y a un côté t'es dans un désert au milieu des dunes, débrouille-toi. Et là c'est vrai que ça reproduit ce sentiment que peut donner un open world du t'as pas d'indication, fais ta vie et découvre. Bah, t'as soulevé un truc intéressant en parlant de dirigiste. Est-ce que réellement on pourrait considérer le fait que le fait qu'un jeu soit dirigiste comme étant quelque chose qui pourrait l'empêcher d'être un open world? Parce que par exemple, peut-être que ça impose même cette nouvelle notion là, de semi-open world là, qui commence à arriver avec certains jeux. Alors je crois que ça existait déjà avant, mais c'est juste qu'il y avait, le terme n'était pas associé directement avec ça. Mais par exemple, le premier qui me vient à l'esprit là, c'est les God of War. Ouais. Les God of War sont quand même plutôt assez libres. Je trouve que c'est des gameplays qui sont un peu hérités d'une Metroidvania, c'est-à-dire qu'on découvre une zone et on y revient. C'est ça, c'est beaucoup plus proche de Metroidvania. C'est ça. Donc du coup, on est arrivé donc, du coup, à ce God of War où on a plusieurs zones, on a un genre de hub principal et on peut repartir dans des zones. Mais c'est pas pour autant qu'on a une énorme liberté parce qu'on reste quand même dirigé par le scénario. Ouais. Donc est-ce que... Voilà. Je sais pas si on pourrait vraiment l'appeler un open world. Généralement, ils utilisent semi-open world. Et ce qui est marrant, c'est qu'en soi, ce jeu, tu peux le faire, les God of War, tu peux les faire d'une traite, du début à la fin, sans aucun temps de chargement. Notamment parce qu'ils sont déguisés, mais tu n'auras aucun temps de chargement que tu remarqueras. Et dans ce cas-là, peut se poser la question, est-ce que du coup, si on avait une définition d'open world basée sur un espace ouvert où tu peux aller d'un point A à un point B sans temps de chargement, ça rentrait ce jeu dedans alors que tout le monde le met dans la case semi-open world. Donc ça veut dire que ce n'est pas un critère pour, ou par exemple on perdrait tous les jeux à la style Skyrim parce qu'ils ont décidé, ou Breath of the Wild ne pourrait pas être un open world puisqu'il y a des temps de chargement pour entrer dans des petits donjons, etc. Donc le temps de chargement et aller d'un point A à un point B ne serait pas le critère principal. Et donc je pense que le critère c'est de nouveau le nombre de choix. Et donc par rapport à d'autres jeux plus linéaires, God of War te permet de faire autre chose, enfin de faire autre chose que la quête principale, de faire des quêtes secondaires, etc. Et c'est probablement ça qui permet de l'approcher d'un open world. Mais
c'est un nombre de choix limité, là où l'open world, c'est pas un nombre de choix limité, au sens où tu peux juste décider d'aller dans une colline et de la monter. Mais du coup, Ça n'a pas été prévu comme un choix, mais le joueur va pouvoir se les créer. ouais, mais si on repart sur cette notion-là d'open world, Mhm, et qu'on reprend par exemple le premier exemple qu'on avait abordé avec The Short Hike, mhm, est-ce que le fait parce que dans The Short Hike, on a du coup qu'un seul objectif, c'est mhm. juste de monter la montagne. L'objectif principal, Ouais. en réalité, on peut s'en donner d'autres soi-même. Ah ouais. Trouver des trésors, ce genre de choses. Mais rien, ne t'empêche d'aller directement faire le premier ou de ne jamais le finir et juste de t'amuser à chercher des trésors ou ce genre de choses. Ok. Ok. Donc du coup, après, ok. Donc du coup, mais ça veut dire dans ce cas-là, on définirait. Donc du coup, le fait que ça soit pas dirigiste ou dirigiste, c'est pas un problème. Donc du coup, ça, c'est pas vraiment ça qui nous permet de définir Hmm. l'open world. Parce que donc du coup, de short hike, on reste comme dirigiste. T'as qu'un seul Mhm. objectif. Non, Euh, non, il n'est pas dirigiste du tout. Il te laisse vraiment faire ta vie. Déjà, tu choisis comment tu montes tout en haut. Ça, c'est l'objectif, mais de la façon dont tu le fais, tu décides si donc du coup, t'as plusieurs manières de monter tout en haut. Ouais, Ok. Donc en fait, c'est la notion de choix en réalité. moi, c'est ça. Une Mais notion du de coup, choix. ça pose des questions, si on commence à définir comme ça pose des questions sur est-ce qu'un open world, donc un monde, si on prend la définition qu'on a refutée qui est pouvoir aller de n'importe quel point A à un point B sans être interrompu, Ouais. donc un open world qui serait défini comme ça, on peut en avoir un qui serait dirigiste, puisque les quêtes ne s'activent pas tant que tu fais pas celle-ci ou ce genre de choses. Et du coup, est-ce qu'un open world qui est dirigiste par ses quêtes est considéré comme un open world selon nos critères? Est-ce que tu as une idée d'open world où on te guide beaucoup par la main et qui du coup Ouais, pourrait une idée sortir de d'open notre world qui open world? nous guide beaucoup par la Bah, main. je pense, par exemple, tu citais les récents Assassin's Creed Odyssey. Lequel t'avais dit Odyssey, oui. Odyssey. Il n'y a pas un système de leveling où en fait certaines zones ont certains niveaux et du coup le jeu te pousse à ne pas aller dans ces zones-là parce que tu n'as pas le niveau. Après, elle- elle, ça dépend de ce que tu veux dire par pousser. Parce que dans ce Mhm. cas-là, tu peux quand même y aller, tu peux quand même faire des trucs, c'est juste que ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, Mais t'es pas empêché. T'as pas de barrière. de barrière. Donc du coup, t'as toujours cette notion-là de choix. Le, je, alors vraiment, j'essaie d'y réfléchir. Ah, peut-être que les premiers Assassin's Creed, Ouais. ça pourrait tomber dans ce que tu dis parce que, ok, dans les premiers Assassin's Creed, si on prend le tout premier avec Mhm. Altaïr, le tout premier opus, Ouais. on reste quand même dans cette notion d'open world, donc on peut explorer toute la ville. Ouais. Euh, mais on n'a pas non plus un milliard de choix, on n'avait que des assassinats, donc un assassinat à faire, Ouais. donc on peut explorer la ville si on veut, voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais il n'y a pas. T'avais pas le choix de faire autre chose que d'assassiner cette cible-là. Tu peux t'y prendre Voilà, de différentes il te manières, disait mais pas, il y a 10 cibles, tue-les dans l'ordre que tu veux, c'est fini. c'est ça. Ok. Donc, du coup, on reste dans une notion d'open world. Donc Ouais. en fait, tu as quand même un grand espace sur lequel tu peux te déplacer et tu as quand même différents choix d'aborder ton assassinat, mais tu n'as Ouais. qu'un seul assassinat. Oui. Donc, du coup, ça serait les limites de notre définition sur le choix. Mais après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est juste qu'en fait, plus le temps passe, plus les studios prennent assez d'importance et le jeu vidéo évolue pour qu'on ait de plus en plus de choix. Donc, ça voudrait dire qu'on a un regard trop récent sur le premier Assassin's Creed et que, à l'égard des jeux qui sortaient à son époque, en fait, il t'offrait quand même un choix plus large, comme quand par exemple on le compare avec ses prédécesseurs, les Prince of Persia. En fait, je pense que ce qui est arrivé là récemment, c'est qu'il y a eu on va dire l'ascension du RPG. Mm. Et le truc, c'est que le RPG se marie très bien avec l'open world Mm. parce que en fait, ça accentue cet effet de choix. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'on va dire que le renouveau d'Assassin's Creed, ça a été sa redirection vers le RPG. Donc, la vraie adoption d'une nature RPG, parce que bon, on peut toujours débattre sur si Assassin's Creed 2 ou Brotherhood ou tous ceux qui ont suivi étaient vraiment des RPG, parce que tu as quand même de l'équipement, tu as quand même des trucs comme ça, mais est-ce que c'est réellement un RPG? Ouais. On pourra en débattre longtemps, mais on va dire le vrai.
Ouais, le vrai moment où ils ont fait un renouveau, ça a été avec le Assassin's Creed Origins, donc l'opus qui se déroule en Égypte, Mhm. où ils ont quand même accentué pas mal le côté RPG, donc des quêtes. T'es Mhm. pas obligé de faire la quête principale, tu peux faire d'autres quêtes. Tu Mhm. peux, t'as quand même une grande zone où tu explores pas mal, Mhm. des points d'intérêt, donc du coup des choses à faire quand même en dehors de la quête principale. Oui. Une gestion de l'équipement, donc du coup il y a d'autres choix. En fait, je pense que c'est Alors ça, ouais. justement, là, on commence on voit une limite. Il va falloir qu'on reprécise notre formulation, puisqu'en fait, là, on est en train de parler de choix qui n'ont aucun rapport avec un Apple World, c'est-à-dire les équipements, etc. Et Oui, du mais coup, il faudrait dire c'est un genre dans lequel qui vise à avoir le plus de choix possible au travers de son univers, oui, mais c'est pour ça que je parle bien de son environnement plutôt. c'est pour ça que c'est pour ça que je parle bien du fait que l'open world, on va dire, a eu a pas mal changé par rapport à avant parce qu'il y a eu on va dire l'arrivée de grosses productions avec le RPG. Donc il y a pas mal d'open world RPG, hein. Il y a presque, je peux t'en citer plein, hein, Starfield, Skyrim, The Witcher. The Witcher. Vraiment, il y en a beaucoup en fait, énormément, et c'est parce que c'est deux trucs qui se marient très bien, parce que l'objectif du RPG c'est quand même de donner des outils pour roleplay. Mm. Donc, Moi, je trouve que ça se marie pas bien du tout. ah ouais? Ouais. Bah attends, ok, Parce ok. que pour moi, pour roleplay, l'un des outils principaux qu'on te donne, c'est des chiffres. Et que les chiffres se marient pas du tout bien avec l'open world. Comme par exemple le fait que des créatures puissent avoir un niveau trop difficile pour toi, malgré que tu sois assez bon en termes de technique, de maîtrise. Et Ça dépend du RPG parce que par exemple si on prend le cas si on prend le cas de Skyrim, oui, pourquoi Skyrim a énormément marché, c'est parce que tout le monde, personne n'a eu la même run de Skyrim. Si on se compare comment t'as joué à Skyrim et comment j'ai joué à Skyrim, je suis sûr c'est pas du tout. Je suis sûr que t'as pas fini la quête principale. non, de toute façon, c'est infinissable. Qu'est-ce que tu veux dire. Non mais c'est finissable, c'est juste qu'en fait on en a tellement rien à foutre de la quête principale. Il y a trop de trucs à faire Mhm. et tu peux tellement générer ton propre parcours à partir des différents, on va dire, activités qui sont présentes sur la carte, que rien ne t'oblige. Oui, mais ces activités ne sont pas liées à la notion d'RPG. Si, parce que tu récupères comme de l'équipement et l'équipement ça reste comme, je trouve, un paramètre du RPG dans le sens où c'est reste comme important pour le roleplay parce que rien ne t'oblige de t'équiper d'un équipement juste parce qu'il est fort. Tu peux t'équiper d'une armure juste parce qu'elle est belle. Non, là malheureusement je suis obligé de m'incliner face à cet exemple, puisque j'ai passé mon entièreté de ma game de Breath of the Wild à changer de vêtements en fonction de ce que je faisais, notamment mon armure que je mettais dans les combats, puis je la retirais pour voyager, je mettais le truc Ouais, d'escalade. exact. Quand j'ai obtenu les vêtements faits par un personnage qui était amoureux du tien, je me suis senti obligé de le porter le plus longtemps possible, ce genre de choses. Et donc j'avais des routines extrêmement précises pendant toute ma game sur des trucs sans que je check jamais les stats. Donc effectivement, c'est un outil de roleplay. C'est pour ça que je dirais que le fait qu'ils aient associé un visuel en fait à l'équipement, le fait qu'ils aient associé un visuel à l'équipement en fait pallie, pallie à l'optimisation, on va dire, de ton stuff, où tu regardes que les chiffres, ah, ça te rapporte. Ouais. Je pense que ça devait être un problème avant, par exemple dans les premiers RPG où tu voyais pas forcément ton personnage, donc du coup l'armure, bah, tu t'en branlais un peu. Les Diablo par exemple, ton personnage tu le vois pas assez pour en Ouais. avoir quelque chose à foutre. Quand tu joues à Diablo 2 ou Diablo 1, pas les Ouais. remasters, hein, les anciens, t'en avais rien à faire du fait que il porte et que cette armure elle est stylée plus que l'autre. En fait, tu regardais surtout les stats et tu changeais ton armure. Ton personnage il ressemblait à un gigolo, mais et ça posait pas problème sur le coup parce que c'est pas ça qui t'intéressait. Mm. C'est juste avec on va dire avec l'évolution de l'open world, l'évolution du RPG. Bah, Skyrim, tu peux voir ton personnage. Breath of the Wild, tu peux voir ton personnage. Donc je Mm. pense que c'est quand même ça qui fait que ça marche plutôt bien, les deux.
Hmm. Donc tu as un gros choix de roleplay et tu as un gros choix de comment tu explores ton, ton open world. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que... Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le fait que ces open world là qui sont fusionnés avec les RPG, donc les The Witcher, les Skyrim, Hmm. etc., est-ce que tu penses qu'en réalité, c'est de meilleurs open world en globalité, parce que ça change aussi la manière dont ils gèrent la carte, Ouais. avec les points d'intérêt, la manière dont ils gèrent l'espace, Hmm. euh, des espaces plus restreints, donc peut-être moins de quêtes, mais une quête qui dure dans tous les... Enfin, la manière dont, on va dire, ils gèrent le design, on va dire, de leur quête, le design de leurs points d'intérêt, etc. Hmm. Est-ce que tu penses que c'est une version, la version qu'on a maintenant de l'open world avec le RPG, c'est une version, on va dire, supérieure par rapport aux open world qu'on a eu avant, euh, qui continue, on va dire, un peu Des exemples d'open world d'avant. Parce que là, t'es en train de citer The Witcher, ça a genre presque 8 ans, The Witcher, un truc comme ça. Ouais, mais est-ce que depuis The Witcher, t'as eu un grand Bah, changement, on va Breath of dire the Wild. ça reste, Breath of the Wild, ça reste quand même dans le Non, délire non. de... Non, non, parce qu'il ajoute une nouvelle sauce qui se Vas-y. marie giga bien à l'open world, Ouais. c'est les jeux à système. C'est-à-dire... C'est-à-dire que en fait, on ne définit pas toutes les solutions aux problèmes, on te donne des outils qui peuvent interagir entre eux, et en y interagissant ensemble, tu peux toi-même te créer des solutions. Alors, j'ai pas joué à Tears of the Kingdom, mais j'ai cru comprendre qu'il poussait encore plus loin cette idée. Mais un exemple très, très bête, c'est tu peux te nourrir. C'est un système à part entier. Tu peux ramasser un objet, une pomme, etc. Tu peux la mettre sur un, comment ça s'appelle, sur un plat qui permet de cuire. La cuire, t'as une pomme grillée, tu la manges. Jusqu'à là, c'est un système. Autre système, tu peux brûler des choses avec une torche ou n'importe quoi qui est enflammé. Tu peux enflammer tous les objets qui sont enflammables ou pas. Par exemple, tu peux prendre quelque chose qui n'est pas une torche, une branche, la passer dans le feu, elle va être enflammée, la toucher à l'herbe et du coup l'herbe va s'enflammer, etc. On a deux systèmes différents et un jeu à système va pouvoir les mélanger tous ensemble. Par exemple, je décide de brûler l'herbe, de poser ma pomme par terre dans cette herbe, la pomme est grille. Et ça, c'est du coup tout un nombre de systèmes que tu imbriques ensemble et qui te donne un éventail de solutions auxquelles le but c'est que les développeurs n'aient pas forcément besoin de penser à une solution pour qu'elle existe. Là où le système RPG, chaque solution a dû être envisagée. C'est pas le premier jeu qui fait ça, hein. Oui, mais du coup, c'est pas le cas d'un The Witcher, etc. Et du coup, il existe d'autres open world récents qui font Je dirais, autre je dirais, chose. je dirais juste qu'il y a d'autres ensembles de systèmes qui amènent d'autres solutions. Après, peut-être beaucoup moins sur The Witcher maintenant que j'y pense. Je sais pas s'il y a vraiment un. Dans Skyrim, il n'y en a pas. C'est très rare. L'un des rares exemples qui me viennent en tête dans Skyrim, c'est le fait de pouvoir prendre un seau, de le mettre sur la tête d'un personnage et que du coup, il te voit pas voler. Je sais pas s'il y a d'équivalent. Je crois Bah, pas. en fait, il existe des jeux à système, mais open world, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu considères les jeux vus de dessus comme à la Divinity comme étant des open world RPG? Est-ce que tu les mettrais? Hum, Je pense ils doivent se catégoriser comme ça sur Steam pour moi, aujourd'hui. il colle à semi-open world. Ah ouais? Bah parce que tu peux pas. Est-ce que tu peux. Tu lances ta game, tu vas directement à l'endroit final. Est-ce que tu peux aller directement à l'endroit final en mode je m'en fous, etc. Parce qu'il faut au moins passer la première zone, faire un certain nombre de choses dans cette première zone pour débloquer les zones suivantes, etc. Donc c'est comme ça que tu définirais un semi-open world? Bah en. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? On l'avait défini. Pour moi, c'est qu'il était plus ouvert qu'un jeu linéaire. Il proposait plusieurs choix, mais que la liste de choix était maîtrisée et que tous les choix ne t'étaient pas ouverts pratiquement d'un coup. Après, je peux pas te dire pour Baldur, je
l'ai pas fini, donc je connais que trop peu. Ouais, mais pour- donc du coup, en fait, ce serait la liberté de déplacement dans les zones qui définirait par exemple le fait, qui ferait la différence entre un semi-open world et un open world. Ouais, c'est ça. Ok. Donc peut-être si on reprend l'exemple de God of War, c'est le fait que tu ne puisses pas aller dans certaines zones et que tu dois débloquer certaines choses dans d'autres zones qui fait que ça soit un semi-open world. Euh, Il y a peut-être d'autres facteurs, ouais, mais ça reste le facteur il y le a plus même pas important. besoin de débloquer des objets. Parfois, c'est juste il faut débloquer une cinématique et avoir fait certaines actions pour pouvoir y accéder. Et même la plupart du temps, la plupart des zones, pas la plupart du temps, chaque zone n'est atteignable que si tu as suffisamment avancé dans la quête principale. Il n'y a aucune zone que tu débloques comme ça. Il faut que tu aies avancé dans la quête principale et tu as suffisamment avancé, hop, tu débloques cette zone. Ok, je crois qu'on est plus ou moins d'accord là dans ce qui pourrait définir un open world et un semi-open world. Est-ce que j'ai un exemple? Je suis en train de réfléchir à peut-être des exemples qui pourraient peut-être nous contredire sur ce qu'on est en train de dire là actuellement. J'arrive pas à trouver. Après, c'est à ce moment de trouver un exemple et Ouais. que juste derrière, on va Ouais. trash talk le jeu en disant mais non, pour moi, c'est pas un open world parce qu'il pue trop la merde. Bah, t'as un open world que tu considérerais vraiment comme étant vulgairement appelé open world alors que ça devrait pas être un open world. Il va falloir que j'y réfléchisse, mais déjà, je suis pas un grand fan d'open world. Donc, Ah ouais? ouais, c'est pas. Ça ouvre trop les possibilités pour moi. Moi, il y a un moment où en fait mon cerveau il surcharge et en me donnant trop de possibilités, on m'empêche de me concentrer. Et le meilleur exemple, c'est tu me donnes une quête, je la finis pas parce que le temps que qu'on me la donne, le temps de la faire, je tombe sur une autre quête que j'ai envie de faire. Et ça vraiment, ça s'enchaîne jusqu'à ce que j'ai 40 quêtes qui soient activées volontairement et j'arrive pas à en finir une seule parce que je croise toujours une nouvelle quête. Et moi, je suis un papillon. Tu me montres de la lumière, j'approche. Et le problème, c'est que je vais pas pouvoir me focal, donc il faut me diriger un minimum. Euh, Moi, je dirais. Bah, là, je reprendrai peut-être un exemple d'un sujet qu'on avait déjà abordé il y a de ça un moment. Ouais. Mais moi, le souci que je pourrais avoir avec les open world RPG, c'est un souci qui est une conséquence de ce que tu viens de citer là, le fait qu'il y ait trop de choix. Mais du coup, ça met trop de temps à finir. Oui. Donc, du coup, en fait, alors, on en avait parlé, pour moi, je suis un complétiste, donc du coup, moi, quand je joue à un jeu, j'aime bien sentir que je l'ai fini, Oui. parce que souvent, j'y joue qu'une seule fois. Oui. Pour des raisons évidentes, j'ai pas non plus un milliard d'heures disponibles à investir dedans, mais j'aime bien sentir quand même que j'ai fini le jeu. J'ai énormément de mal à sentir cet effet-là avec des open world RPG qui proposent beaucoup trop de choix. Ironiquement, j'ai pas ressenti ça avec The Witcher. Ironiquement, The Witcher, c'est très spécial parce qu'en fait, quand tu as un nombre de quêtes limité dans une zone, Ouais. donc du coup, tu peux toutes les faire, Oui. tu explores un peu, etc. Tu fais un peu tes zones d'intérêt, c'est tout. Les quêtes sont suffisamment libres dans la manière où tu peux les compléter, mais t'as pas non plus 14 000 fins. Par exemple, t'as pas non plus 14 000 manières d'aborder une situation qui t'a été amenée par une quête. Tu as été amené à un endroit où tu as des bandits, soit tu tues les bandits, soit tu discutes avec eux et t'as pas un milliard de solutions. Dans la discussion, ça peut être juste de les payer. Tu vois. Donc du coup, t'as pas pas ce sentiment où j'ai 14 choix possibles à faire en étant dans cette situation de bandit, dans cette quête-là, et j'hésite. Oui. Et peut-être que ça donne accès à autre chose, peut-être que, ou même en termes de map, je trouve que tu peux très vite sentir que quand tu as fini une zone et quand tu peux passer à une autre. Alors bien sûr, tu as des fins différentes, mais tu n'en as pas non plus. Alors, ils aiment bien dire qu'ils en ont beaucoup, mais la réalité, c'est que dépendant de certaines quêtes que tu as finies, en fait, tu as juste une cinématique de fin où il y a certaines zones, certains bouts de la cinématique qui changent. Oui, oui. Tu sais, c'est un peu comme à la Fallout, Fallout New Vegas, Fallout 3, etc. Mais t'as jamais ce sentiment de j'ai pas fini. Oui. Je sais pas si. Ce sentiment-là, il est indiqué parce que vu que tu mets l'emphase sur l'univers avec l'open world, tu fais que d'expliquer aux joueurs non, mais comme on l'a dit avec Serim, non, mais la quête principale, personne l'a fini, c'est pas grave.
Et donc du coup, tu te retrouves avec ah ouais, mais du coup, si je finis pas la quête principale pour finir le jeu, quand est-ce que j'ai fini ce jeu? Et souvent, c'est des jeux qu'on ressent comme des jeux infinissables. Non pas parce que tu ne peux pas les finir en termes de. Tu peux le finir, tu peux dire ok, j'ai fait 100% du jeu, c'est fini. Mais pourtant, même en ayant fait les 100% après des heures et des heures, tu as ce sentiment que c'est pas fini parce que tu peux toujours te déplacer comme bon te semble dans cet univers-là. Et du coup, moi, généralement, malheureusement, un open world se finit quand j'en ai marre de l'open world. Il y a plein de jeux qui se finissent avant que j'en ai marre. L'open world ne peut que se finir comme ça. Et du coup, j'apprécie quand l'open world donne assez de liberté pour que quand j'en ai marre et que je le sente, bah du coup, je finisse la quête pile poil à ce moment-là. J'ai ce plaisir d'avoir fini l'histoire pile poil le moment où j'en avais marre et que je voulais arrêter. Et puis basta. Mais sinon, tu as un sentiment d'incomplétude qui est terrible, je trouve, avec l'open world qui fait que je. Après, sais pas faire comment. à contrario, il y a aussi un sentiment qui est très très bon. Après, je pense que s'il est accentué surtout par les jeux open world slash RPG, Ouais, c'est le sentiment de vide après avoir fini le jeu. ouais. Ce sentiment-là, je l'ai rarement eu dans d'anciens jeux auxquels j'ai pu jouer. Mhm. Alors, je parle des jeux quand j'étais petit. Ouais, Je l'ai beaucoup plus eu dans des jeux qui sont sortis un peu plus récemment, on va dire dans la dernière décennie, ouais, 2010 jusqu'à maintenant. ouais. J'ai quand même eu beaucoup plus ce sentiment de vide après avoir fini un jeu. Alors, moi, je dirais que tes stats sont faussés. Ah ouais. Bah oui, parce que on en a déjà parlé une fois. Comme moi, quand tu étais petit, tu finissais pas les jeux. Donc c'est pour ça que tu n'avais jamais ce sentiment C'est vrai. de vide une fois que le jeu était fini, tu ne le finissais pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc tu le dis, c'est vrai. Un exemple, Twilight Princess, j'ai jamais eu ce sentiment-là. J'ai joué je ne sais combien de temps quand j'étais petit, mais je l'ai pas fini. Je l'ai fini il y a une année. Bah à ce moment-là, j'ai ressenti ça. Mais je pouvais pas le ressentir avant puisque je n'avais pas fini le jeu. Tu marques un point. Tu marques un très très bon point. Parce que là, je viens de me rappeler d'un exemple, Star Wars The Night of the Old Republic. Ouais, que tu as fini jeune. Je l'ai pas fini jeune. Ouais. Je t'avais dit qu'à l'époque, j'avais le jeu, mais qu'il il marchait. Enfin, il Ah buguait oui, sur c'était un l'Xbox, crack. la toute première Xbox Mhm. classique. Et en fait, chaque fois que j'arrivais sur on va dire la deuxième, après avoir fini le tuto, donc tu t'es dans un vaisseau et tu finis ce qu'il y a dans le vaisseau et t'arrives tu t'écrases sur la planète, plus ou Mhm. moins on va dire. Enfin, t'as la capsule de sauvetage qui t'amène sur la planète. Le jeu il crachait. Ouais. Et donc du coup moi ce que je faisais, je rejouais au jeu et je créais un nouveau perso avec une nouvelle classe. Et je faisais que ça, que ça, que ça. C'est-à-dire que je me tapais que le tuto. Mhm. Mais bon, c'était tellement jouissif le jeu. Enfin, pour moi, c'était le premier gros RPG. Enfin, Ouais. c'était vraiment le premier RPG auquel j'ai pu toucher. Et très très fun. J'ai pu le finir bien plus tard. Mhm. Ouais, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de finir un jeu que t'as touché quand t'étais gosse et que tu finis Ouais. bien plus tard. Tu te dis, putain, merde. Du coup, on en revient à l'open world. Non, mais. Oui, on parlait trouve- du sentiment de vide une fois que le jeu est fini. Et que c'est quand même. Je suis d'accord que c'est plutôt lié. Bah non, du coup, toi, tu liais ça à l'open world. Je Moi, disais que c'était accentué. J'ai dit que c'était accentué par le fait que maintenant l'open world slash RPG, donc ouais. avec l'énorme niveau de possibilités, bah tu finis le jeu et t'as un sentiment de spécial. Est-ce que c'est lié à l'open world ou au simple fait que plus un jeu est long, plus tu as de chances d'avoir ce sentiment-là? Ah, peut-être que c'est le fait que ça Et instaure vu une que petite habitude en fait. Ouais, Ouais. et c'est la fin d'une habitude. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, possible. Possible. Et ça c'est peut-être quelque chose à ajouter à l'open world. Donc, il nous offre tout un tas de choix. Et en fait, on peut pas s'empêcher de dire je veux goûter à tous les choix, comme un débile. C'est-à-dire que on dit oh oui, mais c'est cool d'avoir. Plus j'ai une large possible de propositions de nourriture à proposer à mes clients, mieux c'est. Quand un restaurant fait ça, on ne se dit pas ah merde, attends, mais il y a autant de nourriture dans ce resto, il faut que je goûte tout. Et un open world,
ça crée ça chez nous. Et du coup, ça fait qu'on y joue beaucoup, très 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 longtemps. On essaie de faire le plus de choses. Et donc, y jouer longtemps, ça crée des habitudes. Et ce qui est drôle, c'est que ça, tu parlais de les open world, généralement, on a toute notre histoire différente. Cette histoire, notamment, elle est créée par les habitudes qu'on se forge et qui ne sont pas du tout les mêmes d'un jour à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez agréable quand tu parles avec des gens, de te rendre compte que tu n'as pas du tout les mêmes habitudes. Ou parfois, c'est agréable Ou de t'as savoir pas, que ou t'as tout pas le monde a eu la même habitude, alors que rien ne te forçait à le faire. Comme par exemple, j'ai vu beaucoup de gens qui ont pris l'habitude pour Tears of the Kingdom de torturer des petits personnages qui les avaient agacés dans Breath of the Wild, dans le premier Zelda Open World. Et du coup, ils ont tous eu le réflexe de créer cette habitude dès qu'ils les croisaient, de les torturer. Et ça, Ouais, c'est une c'est. habitude un peu spéciale quand même, hein. Ouais, ouais, moi je les aurais pas parce que j'aime bien ces Bah, personnages. honnêtement, ouais. Il y a peut-être aussi le fait que quand on en parle, par exemple, Baldur's, quand nous deux on en parle, enfin, vraiment, on n'a vit vraiment pas la même aventure du tout. Ouais. On vit vraiment pas la même aventure du tout. J'ai un énorme respect aussi pour les personnes qui jouent aux open world. Côté, Tu as un énorme redit? Je sais pas. un énorme respect pour les personnes qui jouent côté open world RPG, mais qui jouent de manière. Enfin, t'as toujours cette tendance de vouloir jouer gentil. Ouais. J'ai un, Non, je peux te dire que on Oui, lutte mais tous. toi, c'est beaucoup plus simple parce que tu joues en multijoueur. Mais si tu jouais seul, est-ce que tu jouerais réellement en mode. Je sais pas comment dire, de manière naturelle par exemple, moi, Naturellement, je joue bâtard et Ah vu ouais. que souvent je fais le choix de ne pas jouer bâtard, je suis toujours obligé de jouer contre mon penchant. Et c'est pas du tout lié à une question de morale, etc. C'est lié au fait que 95% du temps, le fait d'être bâtard te donne beaucoup plus de feedback et de retour. Entre une ligne de code, non, entre une ligne de dialogue d'un personnage qui te dit merci et une flaque de sang et son cadavre par terre, tu as des retours sur le choix que tu as fait qui sont beaucoup plus forts et présents quand tu joues méchant. Et moi, je suis un être simple, il faut me faire des retours. Un futur psychopathe. Faut qu'on me dise, Kevin, ce que tu viens de faire a une conséquence. Et malheureusement, on te donne plus de conséquences et de retours sur les mauvaises actions. Je suis pas complètement d'accord parce que des fois, quand tu aides des personnages, tu peux être amené à les revoir et ils peuvent être amenés à être beaucoup plus. Par exemple, sauver un marchand, il peut être amené à te. Oui, oui, La certaines conséquence, fois, certaines la fois, ouais. conséquence peut être que tu achèteras ces objets moins chers ou qu'ils t'en offrent si besoin. Tu vois. Oui, mais quand tu suis ton instinct de retour, ça veut dire que tu suis tes instincts comment ça s'appelle Euh, au, au court terme. Et c'est pas au court terme que tu auras ce feedback-là. Souvent, les récompenses d'une bonne action sont à long terme. C'est vrai, c'est vrai. Toi, tu veux du rapide. Hein? Quand tu joues au jeu, t'es un TikToker. Malheureusement, je n'arrive pas à m'en séparer. Moi, j'ai un collègue qui avait joué du coup, à Baldur's 3 et à Baldur's Gate 3 et vraiment, la manière dont il jouait, alors, je me foutais de sa gueule parce que lui, vraiment, c'est quand il y a un personnage qui est juste un peu trop chiant avec lui et qu'il a le choix de lui faire une misère, il le fait. Oui. Genre, il a vraiment des réactions d'enfant. Mm. Je sais pas comment te le dire, il a un feedback, il le processe pas de manière à se dire, bon, je vais me retenir, je vais voir un peu où ça va nous mener, etc. Non, non, la personne est un peu chiante. S'il a un moyen de lui mettre à l'envers devant la quête ou de même un choix de dialogue qu'il peut faire, qui peut le tabasser tout de suite, il va le faire. Et vraiment, moi je le prenais. Enfin, je sais pas, quand tu vois le comportement, tu dis putain, mais what the fuck. Mais Le moi aussi, mec, c'est le mec, il est un peu m'énerve. chiant, bam, lui casse une hache dans le coin de la gueule. Et en fait, plus j'avance, plus je me dis, mais en fait, non, lui, il doit vraiment se. En fait, lui, vraiment, pour lui, il doit vraiment avoir fait le bon choix et ça doit vraiment être fun Oui. mentalement, tu vois. Oui, c'est fun et c'est pour ça que je déteste ce comportement-là, des gens comme ça. C'est-à-dire que je fais l'effort, une fois que j'ai choisi mon perso, d'être roleplay et donc de m'empêcher de faire ces choix-là. Et quand un mec fait comme par hasard, oh, vas-y, je vais décider de faire un bâtard, c'est en mode, ben, gros, tu prends la facilité parce que là, tu vas pas le jouer pour le jouer, c'est que tu prends un style de jeu qui colle à ce que tu ferais naturellement et c'est pas le but de
Le jeu de rôle, c'est de jouer un rôle, donc de faire un rôle qui est différent d'habitude. Donc ça n'a pas d'intérêt de faire un rôle qui colle le plus possible à ce que tu ferais sans faire de rôle. Je suis d'accord. Je Bon, suis d'accord. je pense qu'on a commencé à bien Ouais, dériver. on C'est a le bien principe du fond de bifurqué. classe, hein, c'est qu'on remarque pas que le cours continue et qu'on nous avait dit de parler d'open world et qu'on parle, on parle, on parle. Donc ça sera pas tout le temps comme ça, mais souvent, je pense. Ah, Euh, c'est souvent le cas, hein. C'est quand ouais, c'est souvent le cas. nos discussions ont souvent un tronc principal et on va très vite à la périphérie. Ouais. Euh, Du coup, est-ce que tu pourrais dire quel est l'open world après cette conversation selon notre définition pour les prochaines discussions? L'open world, comment on l'a défini, c'est du coup un environnement qui te donne un choix, une liberté dans tes déplacements et dans la manière dont tu veux gérer, on va dire, certaines quêtes ou situations. Je m'explique par rapport à ça, je précise un peu. Par exemple, tu as dit que si par exemple, j'ai envie d'aller dans la zone finale tout de suite pour par exemple finir la quête principale ou si j'ai envie de tarder un peu et Oui. vagabonder. Exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, Skyrim, hein, tu peux le torcher très vite. Oui. Skyrim, hein, la quête principale, c'est pas ça qui dure le plus longtemps, mais ce qui arrive souvent, c'est que tu vagabondes d'autre part, et bon, t'es pas obligé de faire toutes les autres quêtes à côté, t'es même pas obligé de faire toutes les villes d'ailleurs, tu peux directement aller à la fin et faire tes trucs, et voilà, c'est fini, tu passes à autre chose. Donc, je dirais, ouais, je dirais que l'open world, ce serait ça, sans même l'associer à quoi que ce soit de RPG. Ouais. Ok. Ok, bah première conversation du premier épisode fini. Exact. C'est un beau chiffre, 1-1. 1-1. Et donc on va passer au prochain. Sur les plus grosses franchises médiatiques en termes de chiffres. Et en fait, voir que c'est pas du tout ce qu'on croit. Et du coup, ça pousse plein de réflexions sur plein de sujets différents. Et donc, on va pas s'amuser à faire un quiz à chaque fois. Donc, on va en citer quelques-unes, on s'arrête, puis après, on en recite quelques-unes, on s'arrête, etc. Vas-y. Donc, on va le faire en décroissant. Ok. On va commencer par la plus grosse franchise, celle qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps. Ok. Elle a commencé en 96, donc ça veut dire qu'elle a 27 ans. Mhm. Et c'est Pokémon, avec 105 milliards de dollars. Et pour dire, le deuxième, il le suit avec 80 milliards de dollars, donc il a 25 milliards de dollars d'avance. Et c'est pratiquement toutes les autres franchises qu'on verra, c'est à peu près 3 fois plus. Quand on va commencer à parler du MCU, etc., c'est 3 fois plus, c'est gigantesque. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que Pokémon y domine, mais dans sa catégorie, alors qu'en fait, on se rend compte avec ce genre de chiffres qu'il domine tout court, tout simplement. Le marché du divertissement. C'est assez impressionnant. Et du coup, quand on annonce, attention, premier live action Pokémon, c'est pas rien. En fait, quand ils ont décidé de faire Détective Pikachu, Il ils ont commence à dit, s'étendre sur. Il commence à arriver réellement dans le. voilà, dans ils le. Dans décident de le... gratter sur un nouveau marché, Ouais. mais qu'il domine déjà les autres marchés et que du coup, il va rouler dessus. Et donc, le deuxième, je pense qu'on va pas s'attarder mille ans dessus, mais ça va montrer une certaine tendance à se rendre compte qu'en fait, il y a plein de franchises, t'as aucune idée du truc. La deuxième, c'est Hello Kitty. Alors, ça. Alors, je C'est pense que. 80 milliards de dollars. Alors, je pense que c'est Ça a été rapporté. vraiment au début on va dire les premières années où ils ont commencé à faire ça. Enfin, où ils ont commencé réellement à produire, tu sais, les objets dérivés, Non, c'est les... que ça continue encore aujourd'hui, mais c'est. Pas autant, je pense pas. Hello Si, Kitty, mais réellement si. Oui, oui. Même aujourd'hui autant. Alors, qui rapporte ce serait- autant qu'avant. Ou ce serait encore. Non, mais il a rapporté sur toutes ces années, il a commencé en 74, il a rapporté en total 80 milliards de dollars. Oui, mais ça veut pas dire que sur cette durée-là, Oui. ça c'est C'est la pas somme constant. Ouais, la somme c'est s'étale Oui, mais correctement. pour s'étaler. Oui, mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est caché en fait. Qu'il n'y a pas besoin de. Il y a pas besoin. Je pense que ça fait partie de ces licences qui marchent sans qu'on le remarque. Et ça, c'est assez impressionnant. On a d'abord sa deuxième. La troisième, par exemple, c'est exactement dans la même catégorie. Tu vas me dire, what the fuck. C'est Winnie l'ourson. Quoi? C'est Winnie l'ourson avec 75 milliards de dollars. Oui, mais tu vois, ça, vraiment, je refuse de. Alors, je trouve ça difficile de croire que. Pour moi, c'est ok, c'est la somme totale sur cette durée. Oui. Mais si on regarde bien, on va dire
ce qu'a apporté chaque année cette licence-là, à mon humble avis, c'était à ses débuts jusqu'à une certaine Mais date. alors, dans ce Et vers cas-là, la fin, on arrive dans juste ce quand même à une cas-là, descente. tu es en train de dire que Winnie l'ourson, grâce à son apogée, a fait plus de 2 fois plus d'argent que le MCU. C'est pas impossible, hein. Mais après, Winnie the Pooh, c'est 1924, donc là, ça va. Putain, l'année prochaine, ça fera 100 ans. Donc. Quoi? Ah ouais? Ouais, C'est énorme. ouais. Donc. Ouais, mais donc du coup, oui. Donc là, sur la durée, on peut clairement dire Oui, mais que... le truc, c'est qu'il n'y a pas que des trucs sur la durée. Donc. Bah, quand on arrivera sur... Quand quand on touchera des licences un peu plus récentes, donc Voilà, ce sera là, vraiment tu sur vas- un temps beaucoup plus serré, là on pourra... Je Ouais. pense que là on se rendra beaucoup plus Mais compte. donc là, par exemple, donc c'est 75 milliards. Ce qui suit, c'est, et ça paraît fou qu'il soit derrière, c'est Mickey Mouse avec 70 milliards. Ça m'étonne. C'est derrière Winnie l'ourson, Hello Kitty, ça me paraît fou. On va pas rester là-dessus pendant longtemps. Et enfin, ce qu'on va considérer comme une vraie franchise, Star Wars avec 66 milliards de dollars. Star Wars après. Et là, quand tu me disais, oui, mais ça a super bien marché avant, mais etc. Star Wars, ça a commencé 3 ans après Hello Kitty. Ok. Donc t'imagines le niveau de succès qu'il faudrait qu'Hello Kitty ait à son départ pour que ce ne soit que sur son départ. Ouais, ok. Et donc Star Wars 66 milliards de dollars et malheureusement je pense que ça va freiner à un niveau incroyable. Déjà si ça se trouve dans quelques années ça sera peut-être moins parce qu'avec Disney Plus qui est un déficit budgétaire. Je crois, a prévu de fermer. Hein? Et je crois qu'ils étudient vraiment le... Ah bah ils peuvent possibilité de l'étudier faire. puisque en 2022 ils ont perdu combien? Je crois 500 millions. Ils ont perdu 500 millions pour Disney Plus en 2022 et depuis qu'ils l'ont ouvert ils auraient perdu 11 milliards de dollars. Il y a les investisseurs, enfin les stakeholders de Disney, Ouais. enfin de la boîte derrière Disney, Oui, les stakeholders, donc c'est les actionnaires. les actionnaires, voilà. Se doutent que le CEO actuel souhaite rester le plus longtemps possible jusqu'à possiblement la vente de Disney à Apple, qui est considérée apparemment. Donc du coup en fait le CEO a possiblement déjà prévu un moyen de faire une exit un peu à la Bobby d'Activision, attendre la vente pour descendre de l'avion avec un parachute doré. Ouais. Donc ok, Ouais. c'est pas rassurant. On va pas passer 1000 ans dessus, mais est-ce que tu connais Ampon Man? Je crois que c'est C'est une lui. franchise japonaise. Je crois que c'est celui dont. Enfin, One Punch Man est inspiré en partie de ce personnage-là. Si je dis D'accord. pas de bêtises. Et bah c'est 60 milliards de dollars. Et en fait, c'est un autre truc que je commence à remarquer, c'est qu'il n'y a que 2 pays qu'on voit. C'est les Américains et le Japon. Et le Japon, je crois qu'on a quand même. Hello Kitty, On a Pokémon. Pokémon Hello Kitty. Et là, on vient de rajouter Ampon Man, dont on n'a jamais entendu parler. Je crois que ça suit derrière. Ah non, derrière, c'est avec. Mais c'est assez impressionnant de se rendre compte la force de frappe qu'a le Japon. Culturellement, c'est quelque chose peut-être qui est énormément sous-estimé et qu'on croit que c'est juste depuis qu'il y a les mangas, c'est fini. Mais après, Pokémon est un manga, donc est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison? Je pense que c'est surtout que je sais pas s'ils investissent réellement sur leur culture autant qu'on le penserait. Peut-être que je sais pas comment. Il faudrait que je regarde un peu comment ils ont géré ce qu'on appelle leur soft power. Tu sais, le pouvoir d'influence, mais par le biais de la culture, par le biais de ce genre de choses, pas par le biais des armes, etc. Oui. Parce que le Japon n'a pas réellement de hard power. Enfin, ils en ont plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Mais je pense qu'ils jouent pas mal dessus et ils génèrent de la thune avec. Donc franchise qui suit, je savais pas qu'on pouvait la considérer comme une franchise, mais ça a une certaine logique. Les princesses Disney. Alors eux, ils les considèrent depuis 2000. Ça me paraît un peu... Ah si, ça veut dire que depuis 2000, l'an 2000, ils ont rapporté 45 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'en fait c'est beaucoup plus, puisqu'il y a Blanche-Neige, tout ça, etc. Blanche-Neige qui est encore aujourd'hui, si on ajuste à l'inflation, l'un des plus grands succès de tous les temps.
Ça n'a aucun sens. Les princesses Disney, j'avais vu que quand même sur le peu qu'avait fait la Reine des Neiges, c'était un massacre total. Il détruisait tout sur son passage. Et ça m'étonne pas, quoi. On entendait parler de ça tout le temps quand c'était là, la Reine des Neiges. C'est vrai. Donc, retour du Japon, Mario, 36 milliards de dollars. Ça me. Enfin, tu vois là quand même la position de Mario par rapport à, c'est étonnant. Ouais, c'est-à-dire que Mario, quand on dit que c'est l'un des personnages les plus connus de tous les temps en termes de franchise, c'est une réalité. C'est-à-dire, Mario est une franchise. C'est l'un des premiers personnages qu'on cite. Pokémon, il n'y a pas un personnage, il y a Pikachu. Ouais, Ça mais le représente, mais par exemple, dis-toi que quand même. s'il y a Hello Kitty, il y a Winnie the Pooh. Hello Kitty et Winnie the Pooh, ils sont quand même. Winnie l'ourson, Ouais. ils sont quand même bien devant Mario. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc Ça fait bizarre. Pire que bien devant Mario, ils ont un x2. Ouais, en termes de ce qu'ils ont rapporté. Ouais. Et donc de nouveau, ça repositionne là quand tu me dis c'est que à leur début que ça a dû fonctionner, Winnie l'ourson et Hello Kitty. Mario, depuis qu'il existe, c'est constamment plein d'argent. Donc, Ouais, si mais tu veux vendre ça, peut-être que s'il a une durée autant que par exemple Winnie l'ourson, peut-être qu'il risque de générer peut-être bien plus. Ouais. C'est possible. Il faut remettre un peu compte. Winnie l'ourson, c'est 100 ans. Hein. Mm. C'est un siècle, mec. Ouais, celui-là, il est vraiment loin. Mais Hello Kitty, c'est 3 ans avant Star Wars. Donc, Ouais. alors, l'autre, c'est Jump Comics. Donc, c'est les mangas. Jump Comics, c'est pas un magazine de manga. Ouais, c'est les Jump. C'est celui qui publie. Ouais, Jump Force, c'est ça. Jump Force, ouais. Et il semblerait qu'ils aient autre chose, c'est pour ça que ce soit Jump Comics, c'est pas seulement Jump Force. Eux, c'est 34 milliards de dollars. Et c'est juste. Voilà quoi. En fait, quand on dit Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, Bleach, etc., ils pèsent, c'est qu'ils pèsent. Mais après, ils pèsent moins que ce qu'il faut truc parce qu'on est en train de dire qu'on les regroupe là. Il faut les regrouper pour qu'ils soient en train de rivaliser avec d'autres franchises. Star Wars, c'était Star Wars tout court. Qui faisait Star Wars, c'était pratiquement le double. C'est vrai. Là, voilà, on les fusionne. Mais même, c'est assez impressionnant de. Je veux dire, je pense dans ce top, il n'y aura aucun truc français. On peut s'attendre à aucun truc français. Et donc, prochain, Harry Potter. Et Harry Potter, je pense que parmi tous ceux-là, c'est l'un de ceux qui a le plus bel avenir. Parce que c'est l'un de ceux des plus récents et qui est plutôt bien parti pour rester pendant longtemps, moi je pense. Tu penses? Si le reboot fonctionne, on va avoir 2 générations qui auront grandi avec. Donc ils ont annoncé qu'il y aurait un reboot en série fait par HBO. Donc quelque chose. HBO est quand même associé à la qualité. Alors je sais pas s'ils ont parlé du. Je suis en train d'y réfléchir, mais je sais pas s'ils ont dit qu'ils allaient faire le reboot de la même des bouquins. Oui, reboot des bouquins. Une saison, un bouquin. De ce qui avait été annoncé pour le moment. Ok. C'est bizarre. Je suis mitigé parce que j'ai quand même une assez bonne confiance sur HBO en tant que producteur. Ouais. Ils sont quand même plutôt bons. Hein. Ils sortent pas des séries souvent, mais quand ils en sortent, ça marche. Ça marche. The Last of Us. Il y a Westworld. Il a pas beaucoup marché quand même. Ouais. House of Dragons. House of the Game of Thrones. The Wire, c'était je sais plus. Je m'en rappelle plus, mais ils ont quand même eu des séries. Tchernobyl. Voilà, Tchernobyl. Donc ils ont quand même des séries qui ont pas mal rapporté. Donc bon, mitigé, à voir. Au passage, peut-être qu'un jour on en fera un sujet. HBO, c'est aussi Velma, et j'adore Velma. Et on en parlera un jour, mais Alors, juste, je précise, il adore pour des raisons un peu spéciales. Ah non, je trouve ça premier degré drôle. Oui, mais si on prend, je pense que c'est plus le fait que la manière, par exemple, dont le personnage interagit avec les autres. Non, l'entièreté. Pas l'entièreté justement, mais c'est amour-haine avec. En fait, je suis obligé de mettre à part plein de blagues que j'aime pas. Et quand j'aime, je surkiffe. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que c'est un peu spécial. Ouais. Tu l'aimes pas. En fait, tu l'aimes pas pour les raisons dont il a été fait. Bah en partie, si. En partie. Non, c'est une conséquence des raisons dont il a été fait. Parce qu'il y avait comme une envie de faire quelque chose avec Velma. Oui.
Bon, on est en train de dire. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça méritera peut-être un sujet un jour, Velma. Bon, on le regardera ensemble pour que tu puisses savoir de quoi tu parles. Ok, pas de problème. Donc, on disait Harry Potter, et moi, Harry Potter, je le dis, ça date de 97, là, ça fait 31 milliards de dollars en 26 ans. Moi, je pense que si le reboot fonctionne, ça relance les livres, ça relance toute une génération entière dessus, et ça va y aller. Et ça va y aller parce que là, tu auras les parents et les enfants ensemble qui vont adorer ça. Ça va être une machine de guerre. Bah, je pense honnêtement que si ils refont le reboot, ça va être les parents qui vont pousser les Oui, mais les enfants. une fois que les enfants auront vu si c'est bon et que ça les accroche, c'est fini. Ils auront 2 générations d'affilée. Et puis savoir sur le long terme qu'est-ce qu'ils en font. Est-ce qu'à chaque nouvelle génération, il a le droit à son reboot? Je sais pas. Mais Harry Potter, parce que ça va être un peu la même force de frappe que quand Star Wars a décidé de réexister avec Disney à ses tout débuts, avant qu'il commence à foirer, etc. Ça a été une force de frappe immense. Et donc, revois Star Wars si ça avait réussi, ce que ce serait aujourd'hui. Et pour moi, c'est à peu près la même chose avec Harry Potter. Donc, il arrive enfin, après tant de temps, le MCU. Malheureusement, je n'ai pas compté les places, mais c'est 29 milliards de dollars. Alors, je pense à mon humble avis que c'est celui qui sur une courte période de temps a généré le plus, si je dis pas de tout ce qu'on a dit, oui. Ouais. De tout ce qu'on a dit. Mais ça, c'est parce qu'ils ont vraiment, ça a été un coup de poker lors de la première phase. Pour moi, il y a de la gruge énorme. Ah ouais. C'est qu'on dit qu'il réussit à faire autant d'argent en un si peu de temps, ce qui est vraiment un exploit. Mais c'est pas je viens d'inventer Harry Potter et ça sort de nulle part et tout d'un coup ça fait 31 milliards de dollars. T'es en train de t'appuyer sur des personnages de la pop culture qui sont très connus. Alors, je suis désolé. Avant le premier film Iron Man, avant les premiers films, je pense pas qu'ils. En fait, je pense qu'ils ont contribué à les faire connaître encore plus. Oui, mais sauf que ça te booste au départ. Moi, Iron Man, quand je l'ai vu juste parce que le poster était stylé et que ça donnait envie. Moi, j'ai jamais lu de comics Iron Man et je connaissais pas Iron Man avant le tout premier film. Ouais, mais parce que t'es français, mais aux États-Unis, t'inquiète pas. Oui, mais ce qui a fait qu'ils ont généré autant d'argent, c'est, on va dire, en partie eux qui ont cultivé. En partie, mais ils ont un boost énorme. Harry Potter, ça vient de nulle part. Je considérais que ça vient vraiment de nulle part. Hein? Bah oui, Harry Potter, il n'y a rien à voir. Tu Peut-être. t'appuies sur rien que les gens connaissent. En plus, elle a proposé une histoire que personne. Un univers que personne n'avait vu. Mais justement, c'est ce que je dis. Ah non, pas un petit succès. Les films, c'est rien à côté des bouquins, mon petit. Attends, là, on va ouvrir un nouveau truc puisqu'on parle des plus grosses franchises, etc. On va chercher les livres les plus lus au monde. Hop. Ils sont à la combienième place? Donc, je vais les faire rapidement, je l'ai dit quand même. Da Vinci, première place. Deuxième place, Alice au Pays des Merveilles. Troisième place, Seigneur des Anneaux. Quatrième, Le Petit Prince. Cinquième, Twilight. Twilight, ça marchait. Hein. Ouais, mais les livres. Sixième, Les Contes des Deux Cités. Je connais pas. Don Quichotte. Et huitième place, Harry Potter. Les livres, c'est un truc de malade mental. Autant que les films. Donc, mais dès le début, ça a bien marché, les livres. C'est pour ça qu'il y a eu des films. Et donc, eux, c'est vraiment sorti de nulle part. Alors, après le MCU, nous avons... Voilà, quand je dis que ça sort pas de nulle part, le MCU, Spider-Man, à lui tout seul, a fait 27 milliards de dollars. Comics, films, jeux vidéo, etc. Spider-Man, lui tout seul. Spider-Man. Un peu de la triche. Hein? Ouais, un peu de la triche, Spider-Man. Mais non, mais c'est qu'il faut se rendre compte. Et ça, on le verra avec l'adversaire du Marvel, c'est DC. Et son personnage phare à lui. Mais il y a 2 personnages phares qui portent les comics en général et les super-héros. Batman. Voilà, ce sera Batman dans le prochain. Mais, et du coup, Spider-Man qui, en termes d'argent, explose Batman. Donc, juste après, on a Gundam. C'est un un manga,
Là, je ne sais pas. 26 milliards de dollars. Une licence, donc il y a un peu de tout. Bon, désolé pour qui. Bon, bah, en tout cas, retour du Japon et de. Je ne connais pas, mais il paraît que ça marche beaucoup. Ah, juste derrière. Ah, mais non, il n'explose pas, Spider-Man. Avec 1 milliard de moins que Spider-Man, Batman, 26 milliards de dollars. C'est beaucoup plus sérieux que ce que je pensais. Et donc voilà, quand, ouais, mais c'est là, du coup, c'est voilà, quand la tu dis, licence quand tu Batman, dis ouais. le MCU repose sur pas grand chose, il a Alors, fait 3 milliards de plus que Spider-Man. Bon, après, c'est que les films MCU. Après, Enfin, que les films et les produits dérivés. Mais c'est pas. après je dis simplement qu'ils ont vraiment énormément contribué à On est d'accord, on est d'accord. Mais ils sont pas partis nulle part, c'est ce que je voulais dire. Non, bien Bon, sûr, après, bien on sûr. a quand même beaucoup répété, on a chacun répété 2 Ouais, fois ce qu'on a ouais, dit. ouais. Je pense qu'on peut laisser ça. Après, on a Dragon Ball qui fait 24 milliards de dollars. Ok. Monstre. Barbie, juste 24 milliards ok, de dollars, ok. égalité. Comment ça s'appelle déjà Okuto no Ken. Ken le survivant. Ken le survivant. 22,2 What the milliards. fuck? Ouais, Ok, ouais, d'accord. ouais. Mais du coup, à chaque fois, ils Ouais, apparaissent mec, nulle part. il y a une dominance, ça me fait rire parce que en off, on avait fait, enfin, pour des épisodes de Pilote, ouais, on avait enregistré. on avait fait plus ou moins la même chose avec les JV. Ouais. Et putain, les Japs, ils dominent. C'est vrai qu'ils dominaient le marché du jeu vidéo. Ils également. dominaient ils avaient les opus qui avaient généré le plus d'argent. Ils occupaient je sais pas combien de places dans le top. Ouais, bah surtout parce que C'est Nintendo énorme. était partout, quoi. Ouais, ils étaient, leurs licences, elles étaient partout. Et Ouais. là, what the fuck, il y a des licences japonaises, ils dominent. Je pense qu'ils dominent ce top aussi, je crois. Ouais. Hallucinant. Bah, peut-être les Américains avant, mais en fait, en termes de taille, les Américains sont tellement plus gros que le ratio taille-Amérique et à quel point ils dominent est pas bon par rapport à la petite taille du Japon et à quel point ils dominent. Ouais, c'est hallucinant. Donc, franchise qui suit Cars, Là, je what suis the étonné. fuck. Alors là, je suis étonné de fou. 22 milliards de dollars. Attends, juste en dessous de Ken le survivant? Ouais, ok, Ouais. d'accord. Mais moi, ça ne m'étonne pas en y réfléchissant parce qu'ils ont juste réussi à mettre un mot, un nom, une franchise sur quelque chose qu'on vend depuis la nuit des temps aux gamins, des voitures. Sauf que cette ouais. fois-ci, Ouais. ici, il y avait les petites voitures là, comment elles s'appellent? Celle que tu faisais reculer. Ouais, et qui avançaient d'elles-mêmes. Ouais. C'est quand même la marque que t'imagines. Mais effectivement. C'était pas une marque, je crois pas que c'était une marque spécifique. Oui, mais il y en a une qui domine un peu, je crois. Possible. One Piece, 22 milliards. Et du coup, je me demande ce que veut dire rapporte Jump Magazine. Ah, en fait, Si ça se trouve, ça voulait Jump dire Comics. que Jump Comics, dans son classement, c'était que la vente des comics. Parce que Après- ça comptait pas les produits dérivés de One Piece, tout ça, etc. Ouais, mais je crois pas. En fait Jump Comics, c'est complètement différent des mangas en eux-mêmes. D'accord. Je crois qu'ils rassemblent dans des aventures les différents personnages. Si je dis pas de conneries, d'accord. ou je me rappelle plus c'était quoi l'histoire de réellement C'est Jump également Comics, ça, Jump fond de classe, c'est on ne se renseigne pas sur le sujet. Et... Bah, on le découvre en même temps là. On Moi je découvre, découvre le sujet que t'as posé sur la table en même temps quand t'as découvert le mien. Donc, mais ouais, il me semble que ça doit être quelque chose comme ça. Et je t'avoue que je suis même pas. Moi je suis au courant de Jump Force, donc Ouais. du coup parce qu'il y a eu un jeu. Ouais, Le jeu ça, où je tu connais. combattais, où tu faisais combattre Light Yagami avec Son Goku, Naruto, ils sont tous dans une même arène et Il y avait le mec de Death Note dedans. ouais, il y avait le mec Ok, de Death c'est Note, drôle, ça drôle. c'est trop drôle. Bon, ils se sont chiés avec on va dire le renouveau avec le jeu PS4, je crois, Mhm. si je dis pas de bêtises. Pas à la hauteur de ce qu'il y avait eu Ouais. avant, mais Donc One Piece, 22 milliards de dollars. Du coup, j'imagine pas l'importance que ça a quand Netflix réussit son adaptation actuellement de One Piece. je crois qu'ils vont c'est faire pas grossir rien. les chiffres. Ils vont Hein faire grossir les chiffres. Parce que Bah, le problème, c'est ça, c'est que comment tu estimes combien ça rapporte à Netflix One Piece? Tu peux pas l'estimer. Tu peux estimer combien ils ont vendu de produits dérivés. Alors, en Mais, fait, je crois que leur estimation, comment ils estiment comment une de leurs séries, à quel point elle marche par rapport à leurs critères. Je crois que Oui, leurs mais non. critères, c'est Mais c'est pas la même chose qu'elle marche
est-ce qu'elle rapporte? Oui, mais ce que je veux dire par ce qu'elle rapporte, c'est, je pense qu'ils l'estiment aussi par rapport au nombre d'abonnements, nouveaux abonnements qui ont été faits. Et ça, ils arrivent à le savoir. Oui, ils savent combien ils savent combien de nouveaux abonnements ils ont eu et est-ce que Et quels sont les premiers trucs qu'ils ont regardés? ouais, les ce qui gros veut trucs, dire, les ce pourquoi premiers. ils ont payé, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Donc du coup, je pense qu'ils doivent estimer par ça. C'est pas précis parce qu'il y a des gens qui sont déjà abonnés avant qui vont juste mater le truc. oui, Mais ok. voilà. Et donc, nouvelle place pour 20 milliards, c'est Toy Story. Pareil, on prend quelque chose de préexistant comme Cars, on lui met un nom au jouet, ça va Et s'appeler Toy c'est Story. dingue parce que Toy Story, je suis pas autant étonné que Cars. Ouais, Cars, oui, c'est vrai que Cars est au-dessus de Toy Story. Et surtout, attends, il était au-dessus de quoi? Il était au-dessus de De One One Piece. Ouais, non, Ouais, mais qu'à 100 millions de dollars près. Hein. J'adore comment on parle avec des chiffres tellement gros que oh, ça va, il n'y a que 100 millions de dollars. Ouais, quand même. Voilà. Donc, Toy Story, Seigneur des Anneaux, enfin, je suis heureux. Ça aussi, mec. What 20 the milliards fuck? de dollars. Juste en dessous de Toy Story. Ah ouais, non, je ils sont bug. à égalité du coup. Ils sont à égalité? Bah, tous les deux à 20 milliards. Ok, je bug un peu quand même. Hein. Je bug. Ouais. Mentalement, je sais pas, il y a un soft lock qui a du mal à. Oui, mais alors du coup, on va revenir sur notre fameux Winnie l'ourson, tu fais que de trash talk parce qu'il a 100 ans. Le Seigneur des Anneaux, c'est 1937. Donc en fait, ça a pratiquement le même âge. Hein. Ouais. Oui, mais Seigneur des Anneaux, et on n'a pas eu d'adaptation de gros. On a eu les bouquins, mais donne-moi de gros trucs qui ont été faits avant liés au Seigneur des Anneaux. Et du coup, sur Winnie l'ourson, tu peux m'en citer combien des Il y, a gros eu, trucs? il y a eu le dessin animé, il y a eu Voilà. les objets dérivés, il y a eu quand même pas mal de trucs. Seigneur des Anneaux, il a pas sorti les bouquins puis les objets dérivés. Oui, sauf que le bouquin, c'était le troisième, je crois, bouquin le plus vendu. Qu'est-ce que j'avais dit? Je revérifie. Je me rappelle plus, troisième, mais ça générera jamais. Ça générera. Troisième. Ouais, mais un bouquin, enfin, il générera jamais autant que un Winnie l'ourson qui Même se base quand pas. c'est, comme je le lis, 150 millions d'exemplaires. Mec, je suis. Là, c'est en comptabilisant les films et même pas en comptabilisant la série Amazon, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Winnie l'ourson, Oui, mais le si nombre. tu comptabilises la série Amazon, on va faire perdre de l'argent Ouais. à Seigneur des Anneaux. Mais Ça, je me demande si le top qu'on est en train de voir en ce moment comptabilise les pertes. je sais pas. Je pense que pour l'instant, ils comptabilisent que les. Après, c'est récent, des pertes aussi grosses Ouais. comme Star Wars, etc. C'est un phénomène assez récent. Mais je refuse de dire que. Pour moi, Winnie l'ourson a un peu triché parce que Winnie l'ourson, c'est pas juste un bouquin et qui s'est vendu par la Ouais, force mais il du faudra seul se bouquin. renseigner. Faudra se renseigner. Si ça se trouve, ça mériterait un sujet à part entier. Ok. Winnie l'ourson. Pourquoi Winnie l'ourson domine le marché? Winnie l'ourson Parce domine que Seigneur Winnie des Anneaux. l'ourson est 3 fois plus d'argent Bah, tu sais que quoi, le en prochain vrai- qui est James Bond. Ah ouais. James Bond. Après, James Bond, je suis pas étonné. James Bond, c'est quand même beaucoup par les films qu'il a été. Oui, bah c'est pas par les livres, c'est sûr. Ouais, pas par Oui. les bouquins, ouais. C'est les films, mais c'est un peu ce que je proposais pour la formule Harry Potter qui était à chaque génération son Harry Potter. James Bond, c'est un peu ça. Chaque génération son James Bond. On fait exactement la même chose. Ouais, mais ça évolue un peu, puis on fait des retours aux sources, mais Tu penses pas Alors, c'est nouvel peut-être acteur. c'est peut-être que j'ai un point de vue, toujours le même. c'est peut-être que j'ai un point de vue un peu biaisé, mais je crois que celui de c'est une trilogie ou je crois que c'est une trilogie avec Daniel Craig. Non, je crois que 3 ou 4, pas plus. 3 4, ouais, un truc comme ça. Je crois qu'ils ont beaucoup plus marché que les anciens. Mhm. Euh, Il y a juste à l'inflation, il faut pas se faire avoir. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'inflation. Non, en vrai, maintenant, tu m'as mis le doute parce que je me rappelle quand même du saut que ça faisait avec Ouais, Blanche-Neige, etc. Ça fait des gros. Ça fait des grosses sommes. Hein. Mais en fait, on se rend pas compte, mais les premiers, enfin certains films, c'est du 25 cents la place de cinéma à l'époque, ou $1. Ouais. Donc forcément, tu fais ajuster à l'inflation, poum. Les millions se transforment en milliards. Ouais, voilà. Et donc, oh, que fait-il là? Yu-Gi-Oh! 20 milliards de dollars. 20 milliards. Attends, autant que Cars? Ouais, à 100 millions près, oui. Et Autant que Yu-Gi-Oh! Cars et Seigneur des C'est Yu-Gi-Oh! Nous sommes en train de dire qu'à 20 milliards de dollars, nous avons l'un des grands popularisateurs des loot box. Parce que les loot box, les boosters de cartes, c'est exactement la même Faux. chose, mais avec du matériel. Pokémon.
Les cartes Ah oui, Pokémon. mais. Eh bien, pas l'inventeur, mais le plus grand popularisateur de lootbox du monde est la première franchise au monde. Pokémon. Est-ce étonnant que tout le monde veuille s'y mettre. Donc, mais sauf que Yu-Gi-Oh, je pense qu'il gagne moins d'argent avec les produits dérivés parce que ça doit être surtout les cartes. Euh, je pense qu'ils sont moins étalés que Pokémon parce que Pokémon c'est des jeux, c'est des Ouais, cartes, c'est mais des séries. il y a Yu-Gi- des jeux. Moi, j'avais joué sur DS à des jeux vidéo, mais où en fait, Oui, mais je c'était crois juste tu joues au jeu de cartes dans le jeu vidéo. Ouais, mais je crois qu'ils Attends, je crois qu'ils ont pas sorti autant de jeux que. Non, sauf que tu te trompes parce que actuellement, j'avais vu des chiffres. Vous verrez, on parlera souvent de chiffres. J'aime bien les chiffres de temps à autre. Et Yu-Gi-Oh, ils ont fait une application de Yu-Gi-Oh, ce qui paraît gigalogique quand on y pense. Attends, duel quelque Ouais. chose là, ouais. Et ça marche du tonnerre. Genre vraiment, au Japon, ça fait plein d'argent. Et en fait, c'est gigalogique parce que vendre des petites cartes pour rien du tout, bah c'est génial. Vendre du vide pour rien du tout, c'est génial. Mais le problème, c'est que tu les achètes, derrière, tu vas les utiliser. C'est chiant comment tu joues avec il faut jouer avec des potes ou trouver des lieux, etc. Là, tu es relié par le téléphone et c'est fini. C'est-à-dire que quand tu prends ton métro pour aller au boulot, tu peux jouer à Yu-Gi-Oh! Donc le jeu vidéo marche du feu de Dieu et peut-être qu'il remplacera à long terme les cartes ou en tout cas en termes de chiffres. Mais du coup, c'était pas bête. Tous les jeux de cartes qui essayent de se populariser et qui marchent. Tous les gros jeux de cartes maintenant essaient d'avoir un équivalent. Magic, The Gathering, ils ont le jeu. Pokémon, ils ont le jeu. Alors, je sais pas si je parle du jeu duel. Hein. Ouais. Ok. Je parle pas des jeux Pokémon en général parce que bon, eux, je pense qu'ils fonctionnaient beaucoup plus à l'époque que maintenant. Mais chaque jeu, on a aussi le jeu de Gwent. Ouais, le jeu de Gwent. Hearthstone. Enfin bon, on a quand même des trucs qui marchent là-dessus. Est-ce que tu saurais c'est quoi le nom de cette franchise en français malheureusement Je me rappelle plus. Peanuts. Tu sais, c'est le chien blanc avec les oreilles noires là. Voilà, et le petit garçon avec une grosse tête. Je sais pas Le petit garçon a l'air chauve. 19 milliards et 1. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Transformers, 17 milliards. Bah après là je pense qu'on va du moins étonnant au moins étonnant. Ouais, c'est que là on commence à être de moins en moins étonné de dire ah bah oui Transformers derrière qu'est-ce qu'il y a Call of Duty, Neon, Genesis, Evangelion, derrière Koshika. Mais encore là. Voilà il y a le retour des des licences. Power Rangers. Ah, Power Rangers, 16 milliards de dollars. Doralex. On a bien fait de continuer. Dora l'exploratrice, 15,8 milliards de dollars. Celui-là est pas mal étonnant. Celui-là, ils ont généré quand même pas mal de thunes. Hein. Vraiment, parce que là, c'est courte durée et en plus de ça, sur des jouets et majoritairement des C'était dessins le dernier de ma liste. Dora l'exploratrice, on pourra finir dessus. Du coup, c'était une suite logique. Mais là, dis-toi qu'il doit y avoir plus de 60% des licences présentes dans la liste qui sont japonaises. Non, pas 60%. Je suis sûr. Moi, je pense la même. En tout cas, bref, c'est simple. Du coup, on a fini la liste. C'est américain ou japonais. Est-ce que... Non. Il y a l'exception d'Harry Potter, britannique. Ouais, britannique. C'est peut-être ceux qu'il faudra retenir du classement, les seuls qui ont le droit de faire leur petite place au milieu des deux autres Après, monstres. on n'a pas de grosses licences françaises qu'on a poussées à fond. Internationalement, parce que tu peux pas faire ces chiffres si tu ne pousses pas internationalement. Oui. On n'a pas réussi avec nos gros trucs. On a eu Tintin, mais Tintin, ça a été la durée d'un film. Je pense. Avec Spielberg. Astérix, Obélix, c'est connu. Enfin, ils savent que ça existe, mais ils en achètent pas. Mais attends, ouais, mais là, ça veut dire que on n'a pas de grosses licences. On a des grosses licences locales. Ça s'exporte pas. Ouais, mais on n'arrive pas à les exporter, nos licences. Et la réalité, c'est qu'elles meurent, nos licences aussi. C'est vrai. Elles sont en train de mourir. Qu'aujourd'hui, on lit plus des bandes dessinées françaises, on lit des mangas. Je veux dire, le pass culture a été surnommé par tout le monde le pass manga. A raison. Moi, mes sœurs, elles en ont pris pas mal. Non, pas encore. Elles ont commencé à en prendre. Elles ont eu je crois qu'ils voulaient interdire le fait de l'utiliser pour des mangas, mais je trouve ça un peu... Bon, c'est un peu débile, ça va pas forcément les obliger des gens à acheter du Astérix Obélix. Hein. Ils vont juste pas utiliser le pass ou l'utiliser pour autre chose.
Si, ils l'utiliseront, si. Bah, je vois pas le Tesseur acheter du Astérix Obélix parce qu'ils ont pas pu prendre Non, mais leur tome de Jojo's Bizarre alors Adventure. mes sœurs elles prendront les nouveaux albums de K-pop si elles ne prennent pas des mangas avec la suite du Pass Culture. Mais c'est dingue, c'est-à-dire que culturellement, la France brille clairement moins bien que la Corée du Sud et le Japon. Ouais, oui. Nos La Corée du musiques, Sud, en plus, nos- c'est de la nouvelle, elle est un peu sortie récemment. Le Japon, ça va, on a l'habitude depuis l'arrivée des mangas, nous ça fait 40 ans quoi. Mais là, la Corée du Sud, ça vient de popper et c'est bon, ça nous a dépassé, c'est fini, on est. Notre musique s'exporte pas, nos bandes dessinées non plus. En fait, on a des compétences qui s'exportent. Ouais, On a des talents qui ne s'exportent pas. Par exemple, la gastronomie. La gastronomie, on expose tout le monde. Mais sauf que ça s'exporte pas trop, malheureusement. C'est pas quelque chose qu'on. Sauf Ça- de luxe, quoi. Mais ouais. vu que c'est plus cher, tu t'exportes un McDonald's, tu n'exportes pas. Bah, le problème, c'est que nous, c'est pas des franchises, c'est des restaurants. Ouais. Donc, ça ne s'exporte pas. Et donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, je suis très étonné. Ça remet en place pas mal de choses. Genre par exemple, la prochaine fois que vous entendrez parler de Cars, vous ferez ah oui, c'est pas ce petit film de voiture qui a eu le droit à une suite, plus un dessin animé sur Non, des- c'est le film Non, qui non. rivalise avec Seigneur des Anneaux en termes de chiffres. en termes de chiffres de revenus, quoi. Pendant que vous faites les malins, oui, vous savez, moi je suis un grand fan de la franchise Seigneur des Anneaux. Vous voyez, c'est une franchise très importante, populairement, etc. Oh, calmez-vous. Hello Kitty. Ça fait autant d'argent que Cars et ça a fait 4 fois moins qu'Hello Kitty. Donc on se calme. Bon, par contre, les fans de Pokémon, faites-vous plaisir. Après, vous avez carte À blanche. la défense de Seigneur des Anneaux, ils font super gaffe à comment leur licence est comme exploitée. Non. Le fils de Tolkien, Christopher Tolkien, Ouais. faisait hyper gaffe à comment la licence se faisait exploiter. Il est mort. Depuis, on a Rings of Power. Donc malheureusement, ton affirmation est... Oui, mais il me semble que les héritiers continuent à. Alors peut-être un peu moins. Oui, il continue, mais c'est pas le précédent. Il a dédié sa vie à ça. Et c'était aussi un professeur comme son père, de De très langue. haut niveau, etc. Donc c'était pas n'importe qui. Là, c'est monsieur n'importe qui s'en occupe. Et qui est content de Rings of Power. Donc, Ah ouais. hein? Ah ouais. Alors quand on l'a contacté pour Rings of Power, voici ce qu'il a dit au type qui allait faire Rings of Power. Il a dit, les gars, j'ai une idée. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous pourriez reprendre. C'est qui le personnage de Breaking Bad déjà? Walter White. Ouais, vous pourriez Non. faire de Sauron Walter White. Voilà qui a entre les mains la licence Seigneur des Anneaux aujourd'hui au niveau des droits. Donc, je suis désolé de t'apprendre que la phrase que tu as dite était très vraie il y a peu de temps, mais que depuis que le fils est mort, rip cette licence. Bah écoute, ça m'a Bah, l'air d'être un bon épisode, on finit c'est vers- un premier début sympathique, je trouve. Et on finit sur une note très triste. Là, ce que tu me dis là, ça m'a détruit. Ah, zut. Oh, Sauron Walter White. Oh, il va faire la mette des terres du milieu. C'est d'autant plus triste que le prochain épisode, dans les sujets, on a les produits sur l'univers de Oh Tolkien. non. On va enchaîner les deux. Bon, bah on vous dit salut, hein, parce que c'est bientôt la récré, Ouais, bah on va là, devoir il se va falloir barrer. qu'on prenne notre pause, ouais. Ouais, donc on vous dit à la prochaine. Allez, prenez soin de vous.